Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, le pouvoir, Géraldine Sacchi pour M. Kessler, Alexandre Coulon pour M. Clavel, Taoun Fatran pour M. Léon, Christophe Paillard pour moi-même. Je vais donner le pouvoir, c'est bon, très bien. On doit désigner un secrétaire de séance. Je vous propose Stéphane Trataroli. L'équipe des oppositions, des abstentions. On est d'accord? Merci. Face à l'approbation du PV du 1er mars 2016, l'équipe des remarques. Pas de remarques, y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Tout le monde est d'accord? Merci. Point, ça concerne la CEPLA. La parole est à M. Philippe. Bonsoir à tous. Comme vous le savez, la commune est actionnaire de la CEPLA par la possession de 11 400 actions d'une valeur nominale de 16 € chacune. Il faut préciser que la valeur réelle de l'action est bien supérieure puisque dans la procédure d'augmentation du capital en cours, le prix d'émission a été fixé à 283 €. Par ailleurs, le conseil d'administration de la CEPLA réfléchit à la possibilité de distribuer des dividendes à ses actionnaires compte tenu des bons résultats enregistrés depuis de nombreuses années. La distribution des dividendes étant liée au montant du capital social, le conseil d'administration de la CEPLA envisage d'incorporer au capital social les primes d'émission inscrites au passif du bilan pour plus de 27 millions d'euros, portant ainsi la valeur nominale de ces actions à 44 €. Il est rappelé que la prime d'émission est le prix payé par les actionnaires qui ont participé aux différentes augmentations de capital en sus de la valeur nominale pour tenir compte de la valeur réelle des actions. Pour cela, une assemblée générale extraordinaire sera convoquée le 24 juin prochain. S'agissant d'une décision touchant le capital social et impliquant une modification des statuts d'une société d'économie mixte, une délibération préalable doit être prise par le conseil municipal pour autoriser son représentant à voter cette décision pour voter par procuration ou donner pouvoir en ce sens. En effet, l'article L 1524-1 du CGCT indique à peine de nullité l'accord du représentant d'une collectivité territoriale sur la modification portant sur l'objet social, la composition du capital ou les structures des organes dirigeants d'une société d'économie mixte locale ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification. Il vous est donc proposé de donner pouvoir aux représentants de la commune à l'assemblée générale extraordinaire afin, premier point, d'autoriser la CEPLA à augmenter son capital d'une somme de 27 022 576 €, portant ce dernier à de 15 441 472 à 42 464 000 € par incorporation directe de la somme prélevée sur le compte prime d'émission. Cette augmentation de capital est réalisée par élévation de la valeur nominale des 965 092 actions de 16 à 44 € chacune. D'autoriser la modification des statuts proposés et enfin de valider le dossier de la CEPLA qu'elle présentera prochainement à l'Assemblée générale extraordinaire. Merci. Avant de donner la parole, je veux saluer plutôt le retour pour l'arrivée de Frédéric Isacek. Bienvenue dans cette assemblée que vous connaissez bien. J'ai pas de clé. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de prendre l'ascenseur, mais c'est pour ça que je suis en retard. On fera le nécessaire. Merci. Très bien, je donne la parole à l'Assemblée concernant cette augmentation de capital. Des remarques. C'est Kessler. Oui, j'aimerais savoir concrètement, parce que là on donne le nombre d'actions exactes détenues par la commune en ce qui concerne le capital donc, de la CEPLA, ça représente combien en pourcentage? C'est-à-dire quelle est notre part et de combien notre part va être diluée justement avec l'augmentation du capital de 15 millions à 42 millions. Alors, elle n'est pas diluée. Nos actions qui valaient 16 valent 44. Simplement, c'est un montage financier pour augmenter de fait le capital de la CEPLA. Donc, ils ont une augmentation de la valeur nominale des actions. À aucun moment, nos actions, elles sont augmentées de 16 à 44. Ma question, donc, on n'a pas
nos actions restent les mêmes, mais la valeur de nos actions nominales. Mais ma question, elle porte sur la... Donc, la part de la commune de Ferney dans le monde, il n'y a pas une augmentation d'un nombre d'actions, c'est une augmentation de la valeur de l'action. Oui, mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est quelle est la part actuelle. Moi, je n'ai pas pu la calculer. Non, mais... C'est donc 11 400 actions sur 965 000, ce qui fait se faire de ma part entre 1,1 et 1,2% des fois. Voilà. Là où on peut peut-être s'intéresser, c'est que je me suis intéressé à la dette justement de ce bailleur social qui est considérable, contrairement à notre bailleur social, je dirais historique, qui est cité, qui a une dette beaucoup plus raisonnable. J'ai attiré l'attention du département sur cette idée. Y a-t-il d'autres remarques? Pas de remarques, on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Tout le monde est d'accord. Je vous remercie. Passons à point finance, sollicité modificative. La parole est à M. Bonner. Bonsoir. Donc notre budget vie, voilà les premières décisions modificatives, numéro 3. Section de fonctionnement après consultation de Madame le receveur municipal. Il apparaît que la désignation par le conseil municipal d'un nouveau prestataire du service jeunesse réseau 11-17 sur la base d'un marché public et non plus d'une délégation de service public modifie donc l'imputation comptable des factures dans la ville devra s'acquitter. Ainsi, il est proposé simplement un transfert des sommes inscrites au budget de 56 667 € mises en réserve à l'article 65-74 vers l'article comptable 65-58. L'article 65-74 passera donc de 640 000 € de crédit ouvert à 583 333 € et l'article bien sûr 65-58 de 110 000 € passera à 166 667 €. Ça c'est pour la section de fonctionnement. Section d'investissement. L'instruction budgétaire et comptable M14 prévoit lorsqu'un projet débouche sur des travaux, la réintégration des dépenses comptabilisées en frais d'études dans le compte des travaux. Pour cela, il convient de passer des écritures d'ordre qui s'équilibrent en dépenses et en recettes de la section d'investissement du budget et d'ouvrir les crédits correspondants. 3 opérations sont pour l'instant concernées en 2016. L'extension de l'école maternelle Florian, toutes les dépenses comptabilisées en frais d'études et frais d'insertion, frais de publicité de l'appel public à la concurrence sur les exercices 2015 et 2016 pour ce programme doivent être réintégrées dans les travaux, les sommes s'élevant respectivement à 166 744,40 et 3 225,63 €. Deuxième opération concernée les travaux des sanitaires du parc de la Tire, 1 800 € d'études intégrées dans les travaux. Et troisième point, les travaux d'installation de la vidéoprotection, 15 582 € d'études intégrées dans les travaux. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les ouvertures et virements des crédits suivants. En section de fonctionnement, donc en plus et en moins 56 667 € répartis sur 2 articles différents. Et en section d'investissement, en recettes, au total recettes plus 182 353 €, le détail sont dans votre note de synthèse numéro 4, et en dépenses 182 353 €. Merci. Pour ces modifications, d'autres applications, des remarques? Pas de remarques, on va passer au défi des oppositions, des abstentions. On est d'accord? Je vous remercie. Ah, j'ai pas, excusez-moi. Donc 2 abstentions. Géraldine vote aussi? Oui, mais non, pas, elle ne s'abstient pas. Merci. Très bien. Passe au point 5, c'est une convention avec l'amicale du personnel communal pour l'année 2016. La parole est à Madame Chantal. Bonsoir. Bonsoir. L'article 1er du décret 2001-495 du 6 juin 2001 prévoit l'obligation de conclure une convention avec les associations qui perçoivent une subvention dont le montant annuel est supérieur à 23 000 €. Sachant que l'amicale du personnel communal bénéficie de subventions pour un montant supérieur à 23 000 €, montant de 69 000 € voté pour l'année 2016,
Il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la conclusion pour l'année 2016 de la convention avec l'amicale du personnel communal, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée par la commune, d'autoriser le maire ou l'un de ses adjoints à signer la dite convention et tout document sur important. Merci. Y a-t-il des remarques? Est-ce que la convention en question, vous dites l'article 1er du décret 2001 du 6 juin, etc. Est-ce que c'est une convention d'un type nouveau ou est-ce que la convention est une reprise? Les conventions qui ont été faites chaque année. Cette année, j'ai choisi, on a une discussion, je dirais, avec nos bureaux de l'amicale pour une modération. Justement, on avait un système d'augmentation un petit peu automatique par le coût de la vie, etc. Je leur ai demandé de la modération, bien entendu, vis-à-vis de cette augmentation qui dépassait largement les 70 000 euros, 71 000 euros. Et on est resté sur la hauteur précédente à 69 000 euros. Et on revoit avec eux, on a une réunion bientôt dans ce sens. Voilà, c'est la discussion. Il faut rappeler que cette augmentation, elle varie au vu du nombre d'agents concernés. Ça ne bouge pas. Par contre, ce que j'ai demandé, c'est une modération vis-à-vis du coût de la vie, etc., qui faisait augmenter de façon automatique la subvention à la mutuelle. Oui, je sais qu'il y a quelques années, il avait été mis en place une collaboration avec un organisme extérieur pour gérer en particulier tout ce qui était, je ne sais pas comment disons, somme d'argent versée pour les membres du personnel. Les prestations sociales. Oui, c'est ça, voilà. Et donc je voulais savoir si c'était toujours en place, si le système mis en place il y a 3 ou 4 ans est toujours en vigueur. Alors bon, je veux dire, je ne sais pas tout, mais il faut rappeler que c'est un amical qui se gère. C'est arrêté, bon, mais cet amical est libre de gérer les sommes comme il l'entend, avec la convention et des règles du son propre. Mais je crois qu'ils ont arrêté le système. Alors, ce système, il est appliqué, ça s'appelle la classe pour d'autres endroits, où on paye une somme, la mairie paye une somme par agent pour gérer tout l'aspect social. Mais ça coûte cher, très cher, pour peu de retrouver auprès des agents. C'était le reproche qui était fait. Donc ils ont préféré gérer de façon autonome ces sommes. Voilà la réponse que j'ai. Y a-t-il d'autres remarques? Ainsi au vote, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. On va au point 6, c'est le paiement des frais d'hôtel et de transport à l'occasion du déplacement de 2 agents au Festival des Lions 2016. La parole est à M. Clavel. Bonsoir. Dans le cadre de la programmation culturelle annuelle, un ordre de mission a été donné à 2 agents du service culturel afin de se rendre au Festival d'Avignon. Compte tenu de la procédure requise dans la fonction publique territoriale, une agence de voyage a été contactée pour la réservation de 2 allers-retours en train et a établi un devis de 338,40 €. Faute de place dans les hôtels, l'agence Avas Voyage a pu établir un devis de 709,67 € pour 5 nuitées dans une résidence pour un seul des 2 agents, le second agent réservant quant à lui une chambre chez l'habitant pour un montant de 411,30 €. Après avis de la commission, il est proposé au conseil municipal d'approuver le devis de 338,40 € pour le transport, le devis de 709,67 € pour l'hébergement en résidence hôtelière, de rembourser les frais d'hébergement à hauteur de 411,30 € pour l'hébergement de l'autre agent et d'autoriser le maire ou un adjoint délégué à mandater pour la prise en charge des frais de transport et d'hébergement des 2 agents du service culturel à l'occasion du festival d'Avignon. Très bien, avant de donner la parole, c'est vrai que moi je souhaite, c'est que si c'est un peu systématique d'envoyer des agents de Fernet pour recueillir, récolter des avis sur des pièces qui peuvent intéresser. Mais si on s'y prend un peu plus tôt, on pourrait trouver, je pense, des prix et peut-être des solutions plus intéressantes pour nous tous et pour eux. Donc ils sont pris un peu tard, ils sont pris au mois de janvier,
pour ces réservations. D'après ce qu'on me dit, c'est tout de suite après le festival qu'il faut engager des réservations. Moi, je ne suis pas un connaisseur du Festival d'Avignon, mais c'est bien ça. C'est la remarque que je mets. Mais je vais donner la parole à l'Assemblée. Voilà ce qu'il m'a dit tout à l'heure, mais je suis d'accord avec cette remarque. Monsieur Cassel. Oui, c'est ce sur quoi je voulais intervenir, d'ailleurs. Et je voulais dire que le retard, effectivement, de la réservation, ça peut aussi avoir des conséquences pour les agents, parce que justement, pour bénéficier d'une chambre d'hôtel, ils peuvent se retrouver obligés d'avancer en quelque sorte les frais. Et je pense que c'est pas souhaitable que ce soit le cas. Donc effectivement, la prochaine fois, je pense que ce sera mieux de s'y prendre à l'avance. Voilà. On est tous d'accord là-dessus, bien entendu. Y a-t-il d'autres mains, Franquet? Oui, je trouve que ça serait intéressant aussi d'avoir un retour sur ce que les agents ramènent du festival, parce que je suppose que, j'espère que c'est discuté en commission culture. Alors, nous l'avons mais pour pouvoir revoter l'année précédente, ça serait intéressant de savoir quel a été le résultat du voyage de l'année précédente. Vous l'avez pas reçu, mais l'année passée, nous l'avons demandé, et on a eu le bilan de toutes les pièces que chaque agent a pu voir, et avec des commentaires. Donc on les a déjà pour l'année 2015. Ça sera la même chose pour l'année 2016, mais ce document il est tout à fait accessible. Donc c'est l'objet, on a associé ce voyage à un vrai retour. Alors c'est pas évident, il regarde beaucoup de pièces en in et en off, mais on a eu tout ça. Et on a bien entendu, pour ces deux gens, demandé la même chose cette année. D'autres remarques? Oui, j'imagine que s'ils vont au Festival d'Avignon, c'est donc pour pouvoir apporter effectivement des pièces, et peut-être qu'ils peuvent ne pas apporter que ça, dans le sens où le Festival d'Avignon est un événement culturel qui se déroule sur plusieurs jours, et je me demande parfois si, en ce qui concerne nos événements culturels, dans des domaines assez proches, on n'aurait pas raison de réfléchir à une durée qui soit un peu moins ponctuelle, étant donné que même si je crois que ça nous rapporte à peu près 8000 visiteurs sur une journée, je pense que par rapport à l'investissement global, c'est peu. Voilà. Et je pense qu'on pourrait s'avancer dans un sens d'inspiration du Festival d'Avignon peut-être un petit peu plus poussé. Voilà. Ouais, je ne vais pas me comparer à Avignon. Il faut rappeler que c'est une structure internationale. On le voit bien. Je veux être modeste. Mais cette réflexion sur, on va dire sur la fête à Voltaire, sur un investissement très fort sur une période courte, nous interroge tous. On est dans cette réflexion, nous aussi, comme vous. Voilà, mais après, je laisse aussi l'Assemblée réfléchir à tout ça. Mais il faut rappeler, on est parti modestement dans la fête à Voltaire, avec un budget qui arrive de 60 000 euros. On voit qu'on est au triple, ou en plus. On a eu été au triple, et cette année, ça sera 151 000. Voilà, on en est là. Mais pour une période relativement courte, c'est cher. Oui, un autre élément sur lequel, à notre petite échelle, on pourrait peut-être s'inspirer du Festival d'Avignon, c'est, je pense, aux frais induits par les locations de matériel liées justement aux événements sur scène, etc. On pourrait peut-être réfléchir à une collectivisation des investissements dans ce domaine-là, peut-être pas forcément à l'échelle communale, pour avoir de ne pas être forcé d'être loué, de louer certains stands, certaines scènes. Alors je sais qu'il y a des efforts et qui ont été faits justement dans ce domaine-là pour la fête de la musique, par exemple, avec paraît-il une scène qui pourrait être justement disponible et nous permettre de n'en louer qu'une seconde. Vous voyez, je suis bien informé, mais je pense qu'on pourrait aller encore plus loin dans ce domaine-là. Et même si ce sont des investissements lourds dans un premier temps, on les récupérera, vu que c'est un événement récurrent, sur les années à venir. Voilà, il faut prendre un petit peu, comme nous le demandait la Chambre régionale des comptes, un petit peu comme ça de distance sur les événements, et puis savoir un petit peu anticiper. La parole est Effectivement, sur les investissements d'infrastructures, pour le préciser, on a tout récemment acheté une scène mobile du type de celle qu'on loue usuellement. Pour toutes les autres infrastructures, à Ferlin, on a toujours connu un problème de stockage de ces structures, ce qui
fait qu'à chaque fois, les municipalités successives vont toujours hésiter à investir dans ces matériels qu'il faut pouvoir mettre à l'abri. On espère dans le futur comme faire un 7e avec des places de stockage. Néanmoins, alors ça c'est pour les structures. Pour tout ce qui est matériel de son, par exemple, ce qui coûte aussi très cher à l'application, à la mise en œuvre, c'est jamais recommandé d'investir parce que c'est un matériel qui prend vite de l'obsolescence et il faut que ça soit très utilisé pour que ça soit rentable. Monsieur Bonner. Juste une précision pour M. Gessler. Le budget du Festival d'Avignon, c'est 13,3 millions. C'est autant que notre budget d'investissement. Donc on va peut-être rester très très modeste, l'a précisé M. le maire. Je me disais qu'avec le prêt que vous avez contracté il y a quelques années, on pouvait se permettre tout. Bien, merci, c'est madame. Ok. Excusez-moi, j'ai un peu l'esprit d'escalier, mais je reviens à ma première question. Est-ce qu'on peut savoir combien de spectacles ont été rapportés l'année dernière et donnés à fermer durant cette saison? Alors, je n'ai pas le document devant moi, mais on va vous le donner. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours évident de ramener, de prendre des idées, mais il y a eu parfois quelques spectacles qui ont été récupérés, ramenés. Mathieu, tu as la réponse? Ce sera de mémoire, parce que il me semble qu'en tout, ils ont vu au moins une quarantaine de spectacles à deux. Il y a un des spectacles vus sur place qui sera programmé dans la saison Voltaire parce que les autres ne correspondaient pas au thème. Et il y a un certain nombre de spectacles, je ne peux pas vous dire sur les 4 ou 5 qui sont programmés dans la pour les spectacles scolaires qui viennent à nous. On a le document pour il relate les 37 spectacles qu'ils ont vus et il les note. Donc on vous communiquera le document. Et ça sera la même chose cette année. Mais d'aller voir 37 spectacles, c'est quand même du boulot. Très bien, on passe au vote, s'il n'y a plus de remarques. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Ah, j'évoque deux oppositions. On passe au point 7, c'est une subvention à l'association World, l'occasion du festival de danse, les hybrides Hippopée. La parole est à monsieur Philips. Les hybrides Hippopée. Donc il est rappelé que l'association Art This World, émanation de l'association Swell Fantasy, a organisé tant à Ferney-Voltaire que dans Calibonne un festival de danse originale intitulé Les hybrides Hippopée. Le 12 janvier dernier, le conseil municipal a voté une avance de subvention d'un montant de 4 000 € en faveur de cette manifestation qui réunit plusieurs chorégraphes de renommée internationale. Après avoir obtenu le bilan financier détaillé de ce festival, il apparaît que le montant de l'aide financière demandée, pour mémoire 8 000 €, peut être versé eu égard aux dépenses assumées par l'association. Il vous est donc proposé d'attribuer une subvention de 8 000 € à l'association Art This World pour le festival de danse 2016 Hybride Hippopée, en précisant qu'une avance de subvention de 4 000 € avait déjà été versée dans ce cadre, et de constater que les crédits correspondants avaient été ouverts au budget primitif 2016. La parole est à l'Assemblée. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques, on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Deux oppositions. Y a-t-il trois oppositions? Mathieu et Annie. Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Alors, cette fois-ci, une subvention exceptionnelle à la section culture et cinéma dans le cadre de l'opération égalité des droits femmes-hommes. Où en est-on? Madame. Alors, dans le cadre du projet égalité des droits femmes-hommes, où en est-on? La commune a établi un partenariat avec l'association Culture et Cinéma pour l'organisation de 3 soirées sur cette thématique. Donc la commune s'est engagée à subventionner des dépenses concernant 3 films. La saison des femmes, Une femme iranienne et No Land Songs. Cette note de synthèse, je ne verrai pas le dernier paragraphe par rapport aux invités, parce que je viens d'avoir des informations. Donc on aura en présence Luna Yadav et le réalisateur Hayat Najafi, ce qui donnera lieu à des débats et une rencontre, une table ronde en présence de ces 2 réalisateurs et en présence de Madame Sadia Diane, qui est auteure de Avais-je le choix. Donc on vient de savoir que Madame Lena Yadav ne pourrait pas venir. Donc ce soir, il est proposé au conseil municipal
d'approuver le versement de la subvention exceptionnelle de 3 000 € en faveur de l'association Culture et Cinéma dans le cadre de l'opération Égalité des droits femmes, hommes ou en étant, et d'autoriser le maire ou l'un de ses adjoints à signer tout document s'y rapportant. J'ai mis sur table le programme du Festival de cinéma des 5 continents, et vous avez donc dans les différentes pages les films qui sont programmés dans le cadre de l'opération, et puis ils sont reconnaissables parce qu'il y a le petit logo, voilà, que j'espère que vous connaissez tous maintenant, avec le petit bonhomme et la petite bonne femme. Voilà, égalité. Voilà. Très bien. Y a-t-il des remarques? Monsieur Cassel. Oui, je voulais, de manière générale, saluer le travail qui est réalisé sur la question de l'égalité homme-femme, donc par Madame Hunal et par Madame Chenillot et par tout le comité qui s'occupe de ce sujet-là, parce que je trouve que c'est un travail de bonne qualité. L'exposition Héroïne qui se tient dans les locaux de la mairie, je conseille à chacun d'aller la voir. C'est une exposition qui a été à plusieurs reprises primée, donc je félicite les personnes qui ont fait ce choix. Les films sont particulièrement bons, j'en ai vu certains, et de manière générale, ils s'inscrivent dans une... peut-être que Monsieur Gransart ne sera pas content que je dise ça, mais ils s'inscrivent dans une programmation du Festival de cinéma des 5 continents qui me semble être la meilleure que j'ai pu jusqu'ici suivre quand j'étais à Ferney, donc depuis que je suis à Ferney. Voilà. Merci de ces compliments. Relayés auprès de M. Gransart. Madame Franquet. Oui, moi je voulais abonder dans le sens de féliciter pour toute cette opération sur l'égalité homme-femme. J'ai simplement un regret, c'est que les événements sont annoncés au fur et à mesure, souvent tard. Par exemple, il y avait la conférence de M. Brown la semaine dernière, qui a été annoncée relativement tard, donc voilà, beaucoup de gens n'ont pas pu s'y rendre. Donc est-ce qu'il ne serait pas possible d'avoir un planning un peu plus à l'avance et d'avoir une vision d'ensemble sur tous les événements de l'année? Enfin, je sais que ça a été décidé tard dans l'année et que j'imagine que les événements sont organisés au fur et à mesure, mais c'est un petit peu dommage, parce que du coup ça n'apparaît pas dans les supports communication de la mairie. Voilà. Oui, parce que c'est une remarque qui allait dans le sens de Madame Franquet. Je pense qu'elle a tout à fait raison, et de ce point de vue-là, je soutiens son idée, parce que c'est vrai qu'on devrait se doter d'un panneau d'affichage lumineux pour pouvoir mettre en œuvre cette programmation, et je pense que cette idée de Madame Franquet a souligné et a encouragé. Madame Franquet, d'accord. Alors je peux répondre que j'ai toujours été contre, même l'avis de l'ancien maire, et je vais continuer à être contre un panneau lumineux. Voilà. Bon, on va dire que les panneaux lumineux vont arriver. Voilà. En tout cas. Pour essayer de répondre, Christine, le plus honnêtement possible, et voilà. Ce projet-là, en fait, on n'a pas voulu le monter comme une saison. Donc on a voulu le monter vraiment en partenariat avec toutes les associations, en horizontal, si tu veux, en démarche, avec toutes les bonnes volontés. Donc au fur et à mesure que les choses se montent, les choses se font, en même temps on réfléchit sur autre chose. Par exemple, le prochain rendez-vous, c'est le 22 mai, c'est la fête du sport. Et ben, on va essayer, dans le cadre du sport, de parler de cette égalité des droits, parce que parler du sport, et ben, ça concerne aussi cette thématique, parce que d'abord il y a des sports genrés, il y a et la commune aussi, oui, par exemple la gymnastique et la danse classique, il n'y a pas beaucoup de garçons. Et ben, il y a 2 garçons qui veulent faire de la danse classique à Ferney-Voltaire, et bien ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas envie d'être tout seuls avec des filles. Si on prend la boxe, il y a des filles à Ferney-Voltaire. Ben, j'aimerais qu'on parle un peu de tout ça. Donc le sport, c'est un vrai sujet. Alors comment on parle du sport? On va le parler via le VTT, parce que l'association aussi qu'on va mettre un peu à l'honneur, c'est, alors elle n'est pas Ferney-Voltaire, elle est des Chenevet, mais c'est une association qui travaille vraiment sur la parité, mais au niveau de ses membres, mais également au niveau de ses formateurs. Parce que c'est une association qui dit que le sport mixte, c'est bien, mais au bout d'un moment, lorsque le sport est un peu physique, eh bien, il faut avoir des formatrices pour les filles. Donc voilà, donc le prochain rendez-vous c'est le 22 mai. Et puis la fête à Voltaire, on met à l'honneur Midi Insoumise et Amnesty International Femmes. Donc ils seront là pour Voltaire, c'est quoi aujourd'hui? Eh bien c'est le droit des femmes aussi, quoi.
Voilà. La conférence d'Andropam, qui était une très belle conférence, il est vrai, nous avons pu communiquer dedans, il y avait les vacances scolaires, donc on a fait ça avant les vacances, après, avec les moyens de communication qui sont les nôtres, et je sais que Dominique Chemignot a adressé justement ce communiqué de presse et le programme par rapport à la conférence d'Andro à toutes les associations partenaires. La bonne nouvelle aussi par rapport au lycée, c'est que le CDI du lycée reçoit aussi les programmes maintenant. Donc tout ça se fait. Donc les prochaines, on va dire, étapes, c'est pour nous, dans le cadre de ce projet-là et dans le cadre du comité, le 22 mai, fête du sport, il y a la fête à Voltaire, et puis il y aura quelque chose, mais de beaucoup plus petit, parce qu'en fait c'est ça, il y a des événements petits, grands, on fait comme on peut, et c'est par exemple, bon, je vous informe que le Rotary Club, dans le cadre du projet Égalité des droits femmes-hommes, a décidé de financer à hauteur de 3 500 € les cours d'alphabétisation que donnent les petites insoumises aux femmes et aux hommes victimes de violences. Voilà, donc c'est des petites choses, des grandes choses. Bon, il y a la BD tout à l'heure qui est en bas, effectivement, merci Pierre Séjean. Et si tu étais là, tu as entendu Fred qui parlait de contrebande dessinée du festival. Et on aura Florence Sestac, qui est quand même la seule femme qui a eu le Grand Prix d'Angoulême, qui viendra faire des Voltaires, parler de la femme et de la BD. On a des profs du lycée qui sont intéressés aussi, donc on va voir comment on va faire avec eux. Enfin voilà, c'est des choses qui se montrent au fur et à mesure et au fil de l'eau. Merci Khadija pour ce travail. Y a-t-il d'autres remarques? On passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? D'accord. Une abstention. Deux abstentions. Très bien. On passe au point 9. C'est l'acquisition de terrain et une enquête publique concernant, je dirais, quelque chose qui a nécessité beaucoup de travail depuis longtemps, je dirais, depuis plusieurs mandats. On a essayé de trouver des solutions dans ce secteur pour aménager quelque chose de cohérent. Et croyez-moi, tout ce qui est là, c'est issu d'un long travail de la part des services, de notre part aussi, avec des rencontres fortes avec les monuments historiques, avec l'architecte des Monuments de France, les services de l'État, le département, pour aboutir à ce projet qui vous est présenté aujourd'hui. Ce projet, il est loin d'être parfait par la volonté de l'ABF, qui n'a pas souhaité qu'on matérialise plus finement ce plan. Elle voulait des grands ensembles, c'est ce qu'on a lui donné dans ce document. Elle a minoré au maximum le nombre de stationnements, mais on a avancé quand même avec elle. Et voilà l'aboutissement de nos travaux qui ont intégré aussi le projet BHLS. Donc je vais donner la parole à Christian Agneau. Oui, merci, bonsoir. Donc il est rappelé que la commune a pour projet de dédier la route départementale 78 en prenant en compte l'interface avec le futur carrefour à feu au croisement de la RD 1005, notamment de requalifier l'allée du château de Voltaire en Moldou, avec le remplacement complet du double alignement végétal de bordant, de créer un parking paysager en bas de l'allée destiné au château et à l'école, et de créer un parking autocar PMR, service en haut de l'allée. De recomposer un verger dans l'esprit du plan RAC de 1779. Pour réaliser ce projet, il est nécessaire d'acquérir les terrains privés situés dans l'emprise du projet. Les différents propriétaires concernés ont été contactés. Les négociations n'ont pas abouti à ce jour. De ce fait, dans un souci de faire aboutir ce projet dans les meilleurs délais, notamment afin d'apporter la sécurité routière, véhicules, piétons, vélos, nécessaires aux usagers, la commune est dans l'obligation de lancer une procédure de déclaration d'utilité publique préalable à l'expropriation. L'indemnité proposée aux propriétaires est d'environ 17 € le mètre carré, vu de l'avis de France Domaine établi le 25 avril 2016. L'indemnité d'éviction proposée à l'exploitant pour perte d'exploitation est de 7 684 € l'hectare, soit 0,76 € le mètre carré, au vu de l'avis de France Domaine établi le 25 avril 2016. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la nécessité d'acquérir les parcelles nécessaires à ce projet, soit par voie amiable, soit par voie d'expropriation.
de décider que l'offre d'indemnité aux propriétaires est de 17 € le mètre carré pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'emprise du projet selon l'estimation de France Domaine, de décider que l'offre d'indemnité d'éviction à l'exploitant est de 0,7684 € le mètre carré selon l'estimation de France Domaine, de donner pouvoir à Monsieur le maire pour procéder aux démarches nécessaires et plus généralement pour prendre toute décision et signer tout document nécessaire à l'exécution des présentes dispositions. Monsieur François Mélenchon. Oui, écoutez, je me réjouis de cette délibération pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on était à bout touchant et c'est l'exploitant qui a fait capoter le projet il y a un certain nombre d'années à cause de ses prétentions d'indemnisation. Et je pense que, non, mais il faut dire les choses comme elles sont, et c'était tout à fait regrettable. C'est dommage d'ailleurs parce qu'à l'époque, les propriétaires n'avaient pas de contentieux avec les collectivités territoriales, donc ils étaient partants pour céder les parcelles. Alors, moi je pense que la DUP réglera définitivement le problème, et je me réjouis de voter cette délibération. Merci. Je dirais, on la veut tous. Pourquoi? Parce que ce parking est nécessaire pour le château. L'État fait à peu près 8 millions de travaux. On sait que l'allée du château représente un vrai danger pour le stationnement, pour les piétons, les cycles. Saint-Vincent. Moi, pour Saint-Vincent aussi, on va le dire, mais c'est le parking du château qui est visé là. Les personnes à la mobilité réduite on a bien réfléchi sur l'aspect eau, l'accessibilité au château. Alors, le vrai travail pour nous, ça va être de convaincre aussi tous les Fernésiens, je dirais, de l'état sanitaire des arbres. On a fait un rapport qui montre que la plupart des arbres sont dangereux. Alors, je dirais, l'expérience nous montre qu'il faut informer, communiquer, même si on le fait d'ailleurs, ça sera compliqué, pour avoir un vrai projet de plantation. Comment on le fait, et ce sera à nous d'être convaincants vis-à-vis de la population par, je dirais, des réunions publiques, par de la communication sur place, des réunions qui informeront réellement. C'est sûr que l'aspect de ce secteur, il peut complètement évoluer par un travail, je dirais, on ne peut pas se permettre de couper un arbre et puis de planter des arbres au milieu. C'est soit une coupe complète de l'allée avec un vrai travail de plantation, avec des arbres qui correspondent. C'est ce qui serait, je dirais, nécessaire. Mais ça nécessite des sacrifices. Mais si on veut quelque chose de cohérent, de beau, on ne travaille pas pour nous, on travaille pour les générations futures dans ce travail-là. Et c'est tout ça qui est pris en compte. Sur l'aspect du verger, nous aussi on a essayé de discuter avec tous les propriétaires, tout ça. En fin de compte, on a abouti à une DUP. Pourquoi ça n'aboutissait pas. Et il faut rappeler que, au bout d'un moment, ça sera le juge qui réglera ces problèmes. Nos rencontres avec les propriétaires ne sont pas, je dirais, dans la contrainte ou n'importe quoi, qu'on discute bien avec les propriétaires et les représentants des propriétaires. C'est vrai que le contentieux qu'ils ont avec les collectivités ne les amène pas à une confiance folle. Donc j'ai récemment signalé que j'aurais préféré passer par une négociation sans passer par la DUP. On n'a pas pu aboutir, donc la DUP s'installe. Je l'ai un petit peu amélioré avec le risque sur la partie haute le long du mur, parce que quand vous êtes piéton et que vous voulez arriver des voitures qui descendent de moins, c'est une zone qui est relativement difficile pour les vélos et pour même sur le trottoir. Donc ça, on a élargi un petit peu la zone pour permettre effectivement une protection des cycles et des piétons. Voilà, c'est un vrai travail que nous avons fait, en intégrant bien entendu le projet de la HNS, qui n'a pas été si facile que ça. Pourquoi? Parce que l'ABF ne comprenait pas tout non plus du projet BHNS, avec les feux et avec l'intégration, et en pensant surtout à la protection des enfants de Saint-Vincent. Monsieur Mélenchon. Oui, je crois qu'il n'y a pas que l'architecte du Bâtiment de France qui n'a pas encore bien compris l'utilité du BHNS. Mais pour ce qui est des plantations ici,
contrairement à ce qui s'est passé par le passé, vous aurez notre soutien. Parce que je pense que c'est absolument nécessaire de faire quelque chose avant qu'il y ait un drame. Alors, c'était un des éléments qui est dans la DUP. Hein. Vous avez bien compris, on a fait faire un état phytosanitaire de l'ensemble des végétaux et on sait qu'ils peuvent s'abattre à tout moment sur un piéton, sur quelqu'un, et les propriétaires sont au courant de cette affaire. Alors, eux doivent prendre un certain nombre de choses. Cette DUP peut les arranger, c'est-à-dire que ce sera la collectivité qui va prendre à sa charge, mais pour nous, c'est aussi communiquer vis-à-vis d'une population qui peut être dans l'incompréhension vis-à-vis de l'abattage. Donc c'est un vrai travail, on va le faire ensemble, je souhaite, pour que cette zone soit aménagée au mieux possible pour les Fermésiens et pour les visiteurs du château et pour les élèves de l'école Saint-Vincent. Monsieur Kessler. Oui, je voulais dire que le réaménagement de cette zone est d'autant plus essentiel qu'il accompagne les travaux de rénovation du château, qui en tant que lieu touristique est censé prendre de l'ampleur et accueillir de plus en plus de personnes. Et de ce point de vue-là, donc, insister sur la nécessité, et prise en compte par le plan, de l'esthétique du projet au niveau du parking et de l'intégration entre justement ce parking et la trame verte, qui est celle du paysage arboré qui va l'entourer. Alors je vois qu'un certain nombre d'arbres sont prévus à proximité des places, c'est pas une mauvaise chose. Je pense même qu'on aurait peut-être la place de faire un peu mieux pour justement créer un paysage homogène à l'approche du château. Ça me semble vraiment important parce que c'est la réussite de l'espace environnant déterminera aussi la mise en valeur. Ce sera un écrin pour ce projet muséographique qui amènera de nouveaux visiteurs, on l'espère. On a intégré, vous avez bien compris, derrière on n'est pas tout seul, on se fait aider par des spécialistes. Et aussi, il faut rappeler l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, qui est à la manœuvre dans cette affaire. La voirie, le dévoiement de la voirie se fait dans la partie la plus basse possible. Elle sera même encastrée, si vous avez vu les plans topo, pour qu'elle disparaisse au niveau du grand paysage. C'est la volonté aussi de l'architecte des bâtiments de France. Le verger qu'on souhaitait redonner à l'exploitant, vu qu'on va l'acquérir, ça sera un verger communal avec aussi des plantations, des vrais choix sur des plantations anciennes, c'est aussi une volonté. Voilà. Tout ce travail va être fait, j'espère, dans les années qui viennent, aussi bien dans le choix des végétaux et dans le vrai travail, en lien avec les travaux du BHNS aussi. L'urgence pour nous, c'est quand même le dévoiement actuellement de la RD 78 et les financements qui vont avec. C'est un réel combat que nous menons avec le département, la côté de commune et l'ensemble des partenaires. C'est pas à Ferney, je dirais, de payer l'ensemble de ces travaux qui concernent le château. Je le dis aussi. C'est Kessler. Oui, je veux juste rajouter quelque chose, c'est que les travaux qui vont être mis en œuvre ici vont rencontrer les mêmes difficultés que ceux qui ont été mis en œuvre du côté du plan de la Tire, avec dans un premier temps donc effectivement une transformation du paysage qui ne va pas être esthétique pour tout le monde. Et contrairement aux critiques que vous avez faites au sujet du plan de la Tire, moi je serais du parc de la Tire, je serais davantage clément. Je ne dirais pas que vous avez rasé les arbres, que vous avez creusé les buttes, etc. J'apprécierais le projet tel qu'il sera et en fonction de l'intérêt effectivement bien compris de la commune. On le note, M. Kessler. En tant que reporter, on ne le rappelle pas. Madame Franquet. J'ai plusieurs remarques ou questions. D'abord, je sais que les copropriétaires de la copropriété près de l'atelier Lambert sont inquiets de l'état des arbres, donc ils ne vous mettront pas de bâton dans les roues, au contraire, d'après ce que j'ai entendu. Ensuite, actuellement, il y a une double rangée d'arbres, donc il y a 4 rangées d'arbres en fait. Et donc la 4e rangée d'arbres restera privée, donc elle ne sera. Est-ce qu'il est question de discuter avec les propriétaires privés pour qu'ils replantent aussi de manière à ce que ça reste cohérent? Alors nous avons repris aussi dans le plan de RAC. Dans le plan de RAC, c'est un simple alignement, ce n'est pas un double alignement. Le double alignement, il vient après là-dedans. Donc le vrai travail que nous avons produit, c'est le plan de RAC
de l'époque. Bon, c'était comme ça. Il fallait bien partir de quelque chose par rapport à ça. On n'était pas sûr. Et l'architecte du bâtiment de France a souhaité travailler sur un double alignement. Donc ce qui est présenté, c'était le plan 19e. Pourquoi pas? Mais nous, on n'a pas souhaité porter la DUP jusque dans la propriété voisine. C'était vraiment un choix. Alors, s'il y a une discussion avec les propriétaires, pourquoi pas? Ça me semblerait intelligent. Mais pour l'instant, on a simplement travaillé sur une bordure de 3 mètres, je crois, pour reprendre les arbres sur cette propriété, de façon à retravailler complètement la ligne. Voilà, c'est ça la problématique. C'est vrai qu'on ne voulait pas aller plus loin dans la DUP. Juste une dernière chose sur la voie, donc le tracé modificatif de la route, la route départementale numéro 75, 78, excusez-moi. Qu'est-ce que vous prévoyez en termes peut-être de vitesse de circulation, parce que ça a aussi une conséquence sur le bruit. Alors, vous avez déjà une voie, il faut rappeler, il n'y a pas de trottoir. Cette voie est encastrée, bordée de haies. Deuxièmement, on arrive à un feu. Car c'est plus un rond-point, c'est des feux. Dans les virages qui arrivent au niveau de la ferme, nous allons modérer la vitesse parce qu'on approche d'une zone où les bus, les voitures pourront être stockées. Et bien entendu, on sera en zone 30. Donc après, c'est se donner tous les moyens nécessaires pour faire réduire la vitesse dans cette zone qui est dangereuse. Alors, il faut rappeler que l'architecte du bâtiment de France ne souhaite pas l'éclairage, ne souhaite pas ce genre de choses. C'est complexe. Et on doit assumer aussi de la sécurité. On va vraiment travailler ce sujet avec elle. Elle veut du gravier, par exemple. Mais c'est hyper dangereux dans cette descente. Si on fait du vélo, on lui a expliqué que le gravier n'était pas, je dirais, formidable pour un certain nombre de choses. Donc c'est un vrai travail de conviction. Y a-t-il d'autres remarques? Oui, j'ai encore 2 suggestions. Pour le verger, je vois qu'il est... Bon, je sais que ce n'est pas un projet définitif dans les détails, je pense, mais c'est marqué arbres fruitiers ou assimilés. J'espère que ce sera un verger avec de vrais arbres fruitiers, avec des fruits comestibles. Parce qu'il y a tout un travail intéressant à faire. Je crois qu'on est tous d'accord que si on pouvait planter un certain nombre de choses locaux. Je pense que c'est des arbres fruitiers ou assimilés. Fruitiers, par exemple. On a le verger Tiocan qui est là. Vu que ce verger, si on arrive au bout de cette DUP, ce sera un verger communal, un certain nombre de plantations seront faites avec des arbres régionaux, gessiens, si possible, et les ruches. Dernière remarque sur l'éclairage, justement. Effectivement, nous, on est pour un éclairage minimum, voire pas d'éclairage du tout, en tout cas un éclairage bas au ras du sol. Et en tout cas pas pour ce qui est dessiné là, c'est-à-dire des lampadaires en faux rustiques, faux anciens. Je pense qu'il y a du mobilier contemporain qui sont très beaux et qui s'intègrent très bien dans un... Alors, on va vous rassurer sur l'allée historique, voilà. L'ABF ne souhaite pas d'éclairage du tout. Donc vous avez... alors, nous, on souhaitait peut-être juste des marques au sol, mais pas aucun. Et ça ne va pas dans les arbres non plus. Donc là, ce sera un vrai travail. Sur le parking et sur Saint-Vincent, là, sur le passage piéton, moi, là-dedans, je ne fais pas de cadeau, il y a la sécurité qui est passée en reste, donc il y aura l'éclairage. Par contre, sur la partie, je dirais, arborée, proche du château, là, bien entendu, on modérera au maximum l'éclairage. Et donc, on espère un beau mobilier contemporain et pas du faux vieux. Mais tous les mobiliers sont, validés par notre ABF. Oui, mais on voit ce qui s'est passé en ville, là. On change des éclairages pour remettre des vieilles casseroles, des casseroles à la place d'un éclairage bas. En ville, maintenant, on ne peut plus ce genre d'éclairage. On a vu sur le parc de la Tire, on va revenir, vous avez posé une question, l'embauche pas d'éclairage qui a été fait sur le haut. Tout le monde a dit c'est quoi cet éclairage qui est trop violent, trop puissant, on peut tous se tromper. Et après, je dirais sur la ville, il y a des endroits où on a réhabilité. Non, mais après, on peut voir ce genre de choses. On va sur une modération de l'éclairage public.
effet, par exemple, chemin Florian ou bien rue de Mérin, est un éclairage suffisant. C'est un éclairage basse consommation avec des lampadaires qui sont pas agressifs. Alors qu'on voit que ce qui a été changé sous l'église, par exemple, eh bien, c'est pas du tout moderne. C'est un éclairage de campagne, c'est pas un éclairage de ville. Où ça va sur l'église? Comment il s'appelle Oui, ils ont changé des lampadaires au parking sous l'église. Ils viennent de changer des lampadaires. Non, sous l'église. Sur la rue d'église. Ouais. Sur la rue d'église, c'est parce qu'il y avait un lampadaire qui était tombé. Oui, mais justement, il faudrait essayer de mettre autre chose que l'éclairage de. On a répondu à l'urgence. Oui, On a une réflexion. on est dans la réparation. D'accord, parce qu'alors vraiment. Très bien. Bon, je crois qu'on est déjà un bon débat. Y a-t-il des oppositions à ce projet? Des abstentions? Tout le monde est d'accord? Je vous remercie. On passe à une deuxième proposition. On est déjà passé une fois. C'est le notaire nous demande de revoir la note de synthèse qui correspond à une nouvelle demande concernant la vie des domaines et une substitution de garantie. Donc on l'avait déjà vu, ça concerne un bâtiment au parking des jardins. Donc on revoit ça, c'est une clause qu'on avait déjà votée. Monsieur Ayou. Alors, il est rappelé à la séance du Conseil municipal du 2 décembre 2014, au cours de laquelle il a notamment été décidé la vente de la moitié indivise de la parcelle section AE numéro 118, moyennant le prix d'un appartement d'une superficie variant de 23 à 27 mètres carrés. La rétrocession au profit de la commune des deux extrémités de la dite parcelle section AE numéro 118, il convient de stipuler à l'acte de vente au profit de la société Les Glycines de Fernex la servitude de passage aux conditions ci-après. La constitution sur la parcelle 6 à Ferney-Voltaire, cadastrée section AE numéro 118, fonds servant au profit de la ruelle des Jardins, 6 à Ferney-Voltaire, fonds dominant comme dépendant du domaine public de la commune de Ferney-Voltaire, d'une servitude de passage public en surface tout usage et tout temps. La servitude traversera la construction qui sera édifiée par la société Les Glycines de Fernex. Par ailleurs, il est impératif d'acter les servitudes pour les réseaux en tréfonds, réseau humide et réseau sec. L'entretien et la réfection éventuelle seront assurés par la commune de Ferney-Voltaire. En conséquence, après consultation de France Domaine, il est proposé au conseil municipal de confirmer la cession à la société des Glycines de Fernex de la moitié indivise de la parcelle section AE numéro 118, moyennant le prix de 87 500 €, converti en l'obligation par la dite société de faire construire, donner en paiement et remettre à la commune de Ferney-Voltaire un appartement de type studio de 23,56 mètres carrés au premier étage du bâtiment édifié portant le numéro 104 au plan et devront comprendre entrée, cuisine, séjour, salle de bain, WC, terrasse. Le dit bien devra être livré à la commune de Ferney-Voltaire au plus tard à la fin du premier semestre 2019. De donner tout pouvoir à monsieur le maire de Ferney-Voltaire à l'effet de substituer toute garantie, notamment la fourniture d'une caution en outre en lieu et place du privilège de vendeur qui devrait être fourni, de stipuler que la rétrocession des deux extrémités de la parcelle section AE numéro 118 s'effectuera postérieurement à la déclaration d'achèvement des travaux du programme immobilier en objet, moyennant le prix de l'euro symbolique, qu'il ne sera pas mis en recouvrement. Les frais du dit acte et de leur suite seront à la charge de la commune. D'autoriser le maire ou un adjoint délégué à signer tout acte et pièces y afférentes. Très bien, M. Mélan. Oui, je reviens sur la parcelle 118. C'était une parcelle qui était en copropriété avec une société qui a fait faillite. Ça a été réglé, ce problème? Ça a été réglé. On a trouvé, en fin de compte, à bout de quelques recherches, l'ensemble des propriétaires. En fin de compte, c'était bien beau à la fin. D'accord, merci. Il y avait un vrai travail de recherche complexe, que vous avez fait à l'époque. Hein. Oui. Mais l'idée, c'est de régularité, puis de retrouver sur
sur la rue des Jardins, c'est tant de choses. Donc la mairie récupère, on élargit la route, on garde de toute façon le passage et à terme on a une compensation avec celle-ci. D'autres remarques? Pas de remarques? Madame Fouquet? Oui, moi je m'étais abstenue la dernière fois qu'on a voté sur ce point et je m'abstiendrai encore pour les mêmes raisons parce que je n'approuve pas vraiment le fait qu'on permette la construction au-dessus du chemin de l'église. Voilà. Très bien. D'autres remarques? On va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Franquet. Je vous remercie. On va passer aux diverses. Vous avez reçu dans les cours. Directement. Question orale. Monsieur Rigaud, vous avez posé une question. Oui, merci, bonsoir. C'était une question par rapport au fonctionnement du CIVOM et des projets donc, qui sont en cours. J'aimerais connaître l'avancement des projets au CIVOM auxquels vous assistez nombreux ces derniers temps, en matière de gendarmerie, d'offres de soins, d'études sur la mutualisation et récemment donc, sur la cuisine intercommunale dont la presse s'est fait écho. On va répondre peut-être à plusieurs fois. Bon, sur la cuisine, je dirais le choix d'avoir une cuisine intercommunale est une bonne chose. Là où on a quelques problèmes, c'est avec le gestionnaire actuellement. Et sur la qualité des repas, sur les livraisons, sur la quantité de grammage et d'autres choses. J'ai demandé expressément au président du CIVOM de régler ces problèmes avant la fin juin, ou de se séparer de ce prestataire. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Certes, on a eu des problèmes de démarrage, ils ont eu des problèmes de personnel, mais c'est le problème du prestataire. Ce n'est pas aux enfants des écoles de Trefsin, de Landornay et de Ferney de payer ça. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Chaque collectivité fait remonter auprès du CIVOM ces problèmes qui doivent être réglés de toute façon. Donc voilà, sur le fond, l'idée était bonne. Hélas, on n'est pas tombé sur actuellement, ils n'ont pas pu régler un certain nombre de problèmes. Voilà ce que je peux dire sur la cuisine. Sur la gendarmerie, je vous transmettrai, M. Rigaud, l'ensemble des documents reçus ainsi qu'à l'Assemblée du CIVOM concernant la gendarmerie. On a encore des petits soucis de PU concernant la zone d'Ornay, qui devrait être réglé dans le mois ou le mois prochain. Sur les demandes de la gendarmerie, elles évoluent. On était sur 26 logements, on arrive à 30 maintenant. Donc le projet se retravaille. Et toutes les données techniques et financières vous sont fournies. Voilà où on en est au niveau de la gendarmerie. Mais le dossier avance bien. On a trouvé une règle de répartition avec Trefsin, Ornay et Ferney. Il faut rappeler que Trefsin a vu son nombre d'habitants augmenter, et ça génère aussi d'autres règles de distribution et de répartition des frais de la gendarmerie. Là aussi, la gendarmerie, l'ancienne gendarmerie, avait été financée à plus de 80% par Ferney Voltaire et par Ornay. Il est bien entendu hors de question que Ferney y perde. Donc ça viendra dans le capital de la construction de la nouvelle. Mais on a aussi une discussion et on se fait aider là-dedans. Ferney Voltaire se fait aider par des conseillers financiers pour, faire valoir nos droits au sein du CIVOM. Donc voilà où j'en suis, moi, en tant que maire de Ferney. Je suis ça fortement, avec le maire d'Ornay et le maire de Trefsin, avec un partenaire qui s'appelle Dynacité, il ne faut pas le nommer, pour que ce projet avance. En tout cas, assez rapidement. Pourquoi? Parce que les gendarmes sont dans des conditions qui sont difficiles. Ils se logent un peu partout et il faut rappeler que cette gendarmerie ne convient plus, aussi bien pour les gendarmes que pour les usagers quand on est reçu. Monsieur Castel. Oui, juste, je veux rebondir sur la question de M. Rigaud, qui, effectivement, rappelle à juste titre qu'on investit dans cette gendarmerie, donc très bien. Ça fait longtemps quand même qu'on fait la demande d'avoir les chiffres en matière de criminalité, qu'on ne les a toujours pas, pour pouvoir mesurer l'impact des mesures qui sont prises dans ce domaine-là. Donc, je profite de l'occasion pour le rappeler, si on pouvait les avoir, ça a été promis par la gendarmerie, mais promis vous aussi, et on les attend toujours de façon précise, par commune. Très bien.
sur l'offre de soins. Non, mais je pense que tu veux répondre déjà. Sur le volet sur l'offre de soins, on a bien entendu intégré l'étude SIVOM à l'étude CCPG. On ne voulait pas travailler, je dirais, séparés. Alors c'est vrai qu'on n'a pas du tout on n'a pas les mêmes objectifs immédiats, mais il était nécessaire que le SIVOM s'intègre dans l'étude CCPG. Voilà où on en est. Alors c'est vrai que on part de loin. Les carences en médecins sont bien entendu révélées. Quelles sont les réponses de la CCPG et de l'ARS sur l'offre de soins dans le pays de Gex? L'offre immédiate, c'était d'avoir une ambulance postée à Gex. Maintenant, une ambulance de secours postée à Gex en attendant le SMUR, donc qui permet, je dirais, une intervention beaucoup plus rapide. Un certain nombre de médecins dédiés au secours postés dans le pays de Gex aussi. Je pense que c'est une réponse plutôt courte, au vu de la population des 100 000 habitants mis en place. La création, peut-être, à Gex, d'un hôpital dit de proximité. On verra ça aussi, et j'aimerais bien que ça arrive vraiment dans les actes, pas dans les annonces. Au-delà, c'est aussi toute l'offre de soins du Gex, et d'arrêter, je dis, de faire une concurrence effrénée entre communes sur l'offre ou sur les demandes de médecins, c'est de travailler ensemble. C'est ce que nous essayons de faire au sein du SIVOM pour que les médecins soient répartis équitablement sur le territoire. Ferney manque de médecins, Ornay manque de médecins, et Prefsa manque de médecins. Mais c'est systématique sur tout le territoire. Donc maintenant, on doit vraiment travailler ensemble. Le SIVOM va intervenir dans le nouveau centre de soins, parce que bientôt on pourra vous le faire visiter dès qu'on aura la possibilité de rentrer dedans officiellement. Il y a plus de 350 mètres carrés qui seront disponibles pour le centre de soins et pour d'autres choses dédiées aux soins. On a découvert que dans ce bâtiment, il y avait encore des sanitaires qui étaient pas utilisés, handicapés, etc. Donc c'est pour nous une chance. Voilà, c'est vraiment un travail que nous faisons en commun avec les communes du SIVOM. Et sur la mutualisation, je répète, les achats, le scolaire, la gendarmerie, le sport et plein d'autres choses, une volonté affichée de travailler ensemble avec les 3 communes. Juste peut-être une précision, parce que concernant la gendarmerie, est-ce que vous pensez que la règle de répartition des coûts d'investissement en fonction de la population sera éventuellement changée ou pas? Et ma deuxième point, par rapport à la mutualisation, je pense que ma question était relative plutôt à l'étude qui a été envisagée, mais à ma connaissance pas encore actée au niveau du budget du SIVOM, et encore moins au niveau de la programmation pour la mutualisation tout simplement des communes. Alors, pour la fusion des communes avec les 3 communes, on a décidé de relancer cette étude, je dirais, économique. Il faut rappeler que Prefsa était un peu réticent, on va dire, à cette approche. Ce n'était pas le cas de Ferney et Nordel. Maintenant, Prefsa commence à revenir peu à peu à une réflexion sur un regroupement des communes. De toute façon, le projet d'agglomération, un certain nombre de choses, le changement de compétences fera qu'on aura travaillé ensemble. Le territoire il est commun. On le dit aussi bien au niveau des transports, au niveau de tout. On ne peut plus réfléchir à l'échelle communale. Et ça, c'est difficile, ce sont des changements d'état d'esprit qui peu à peu arrivent dans le pays. Mais c'est compliqué. Je vous prie de le croire. Autre question, M. Rigaud? Vous n'avez pas répondu par rapport à la clé de répartition des investissements sur la gendarmerie. Bien entendu, Prefsa revendique un certain nombre de choses, y compris dans les statuts du SIVOM. Quand on revendique une place prépondérante plus importante, on l'applique dans tout, c'est-à-dire y compris dans les clés de répartition. Donc là, leur population a augmenté fortement. Ils sont à un taux de 7%, ce qui est anormal d'évolution. Donc c'est les derniers chiffres INSEE. 7%, de faire des Voltaire, on est à 3,4 ou 3,8. C'est intenable comme chiffre. Et bien entendu, ils vont voir une population qui va friser les 8000 habitants, et la répartition, je dirais, par habitant va de toute façon les impacter.
Ça, certes, ils n'ont pas tout mesuré non plus. Voilà les questions les réponses que je pouvais donner, monsieur. Concernant la prochaine commission paritaire avec les CNS, c'est le 7 mai, donc on va répondre directement. Et j'en viens, oui. Je peux me permettre d'être un petit peu étonné parce qu'en fait, apparemment, les CNS ne sont pas au courant, à commencer par ceux qui sont responsables et qui représentent les CNS. Moi, c'est la date de modèle. Ouais, c'est la question pour laquelle j'appelais parce que j'étais étonné en discutant avec les CNS de voir qu'ils n'étaient pas au courant d'une réunion qui aurait lieu samedi prochain. Et comme j'avais lu attentivement les comptes rendus des réunions auxquelles je ne peux pas assister parce qu'elles ont lieu à midi, je voyais que c'était prévu depuis longtemps le 7 mai, donc je m'inquiétais pourquoi personne n'avait été prévenu de cette réunion confirmée. On va vérifier, c'est le 7 mai qui a été indiqué. Ils ne le savent pas. On vérifie, on lance tout ça. Parce que en général, c'est le samedi matin, vous les prévenez, donc si il faut prévenir le samedi matin pour rester l'après-midi, ça va être un peu difficile. Une demande de M. Castel, demande de l'information sur les publications relatives au quartier de la limite. Oui, alors je peux peut-être préciser, il y a eu donc une exposition sur le quartier de la limite il y a peu en mise en œuvre par l'association Ferney en mémoire, avec de magnifiques photos. Pour l'instant, on a seulement à notre disposition un petit bulletin, donc où je vous cite: depuis un an, une équipe de Fernésiens passionnés s'est attelée à une tâche exemplaire, réunir et présenter les images d'un Ferney révolu qui a façonné notre cité, mais que les générations nouvelles ignorent ou oublient. Alors, pour le caractère inédit des photos, je n'ai rien à dire. Par contre, je trouve que votre jugement est un peu dur lorsque vous dites que les générations nouvelles ignorent ou oublient ce passage-là, ce village-là, étant donné que les textes, quand même, qui sont publiés dans cette brochure et peut-être, je ne sais pas, je vous pose la question, dans le livret qui sera issu de l'exposition, existe déjà depuis mai 2000. Alors là, par exemple, je vous cite le texte de mai 2000 qui était associé justement au village de la limite. Un ancien douanier, Julien Jacot, décrit l'atmosphère de l'époque. Après la guerre, la région était tranquille, les gens allaient volontiers au café de la limite chez Blandin, l'épicerie du côté suisse, pour en rapporter un peu de sucre, du tabac, des bagnilons passés en fraude. Et donc, dans le texte très novateur de l'association Ferney en mémoire, Julien Jacot, ancien douanier, décrivait l'atmosphère de l'époque. Après la guerre, la région était tranquille, etc. L'épicerie du côté suisse pour en rapporter un peu de sucre, du tabac, des bagnilons passés en fraude, mais rien de grave. Donc voilà, alors, à part le fait que j'espère que cette révélation ne fera pas subir une petite décote intellectuelle au livre que vous avez au livre que vous avez eu la bonté de soutenir, je voulais juste savoir deux choses. D'abord, combien en termes de financement cela représente pour la mairie, et puis ensuite, une autre chose, je pense que ça ne se serait pas produit, cette petite bévue, si, et là j'ai envie de le signaler quand même parce que c'est un excellent livre, si on avait continué à distribuer aux nouveaux arrivants à Ferney ce livre, qui me semble être quand même, bon, je peux le dire en tant qu'historien, une belle réalisation de Madame Oberfeld, Ferney-Voltaire, mémoire de quartier, où on apprend quand même l'histoire de Ferney au-delà du village de la limite aussi, et c'est important. Et je pense que ça pourrait être une tradition justement à renouveler, le fait de donner ce livre aux nouveaux arrivants, et comme ça éviterait de rééditer des textes déjà édités. On va répondre en deux temps. Donc ce livre, il est comme les autres donné à diverses personnes. Il faut rappeler que lors des mariages, on a en stock un certain nombre de documents, donc je ne vais pas donner une bibliothèque complète, mais on finit de donner Ferney aussi ce livre sur Ferney-Voltaire. Ils sont bien entendu à disposition chaque fois, et vous l'avez fait aussi dans le temps, les inviter à un certain nombre de choses. Alors pour tous ces documents, et vous avez fait des recherches d'archives, vous avez bien vu que l'écrivain de l'époque, il est le même protagoniste. Mais pour revenir au livre que vous avez présenté, à l'époque, je n'ai pas fait d'esclandre, mais le fond de photo était personnel. Et à aucun moment, j'ai reçu de demande de la personne pour publier mes propres photos. Donc aussi, alors chacun doit garder mesure dans tout ça. C'est une personne qui a fait un bon livre à l'époque, qui était bon,
qui a utilisé des photos qui avaient été prêtées, je répète, pour une exposition. Là aussi, pas de commentaire. On essaie de faire vivre tous ensemble ce carnet qui disparaît peu à peu, qui change, et c'est une mutation. Quant à l'utilisation de textes, là, l'auteur était bien connu, il les reprend, il les utilise. Alors c'était pas très fin, pas très malin. Je ne sais pas s'il y a un photographe à l'époque, sur les photos sûrement, mais sur les textes. Il y a un droit de courte citation, mais ce que je veux dire par là, c'est aussi une question financière que je me pose. Je veux dire, rééditer pour la 3e fois les mêmes textes, quand même, je crois que bon, c'est un best-seller à ce compte-là. C'est dommage que justement on ne mentionne pas l'auteur, mais combien ça coûte de rééditer ces mêmes textes? J'avais posé la question, je crois que c'était François Mélan, ce livre, c'était vous, je crois, qui avez financé l'auteur. En partie. Oui. Et les droits, comment ça va être réparti, j'ai pas fait la recherche. C'est tout resté chez l'éditeur. C'est tout resté chez l'éditeur. Donc là aussi, on a utilisé des fonds qui n'étaient pas. Combien? À l'époque, les chiffres par rapport à ce document-là, je sais pas combien on avait pour là, actuellement, pour ces deux documents, c'est 50 livres de chaque exemplaire à 1140 € pour les 50 qui vont être donnés pour les 100. 50. Voilà, qui sont 10 ou 11 € le livre. 11,41 livres, 1141 € pour 100. Et déjà, tu veux compléter? Je ne sais pas si je complète, c'est pas tellement ça, je comprends tout à fait ce que dit Jean-Loup, ça me paraissait évident. C'est vrai que dans le Fernet Nouveau, mai 2000, Alex Descotes était adjoint, Madame Oberfeld travaillait, d'ailleurs leurs noms apparaissent en haut, à droite. Le thème, c'est la limite, ce quartier-là n'a pas évolué depuis, ce que je veux dire. Donc je veux bien faire réinventer des textes, on ne peut pas faire dire les choses différentes à cette même personne qui n'existe plus. Donc on reprend les textes. Maintenant, ces textes-là, effectivement, il y avait une double signature. Concernant le livre ce livre-là, et on en a à Ferney-Voltaire, d'ailleurs, un certain nombre de livres sont exposés au premier étage. C'est la culture qui organise un peu l'exposition de ce qu'on a, et cette exposition sera complétée par tous les livres en notre possession, dont celui-là, bien sûr, qui parle des différents quartiers de Ferney. Si on regarde le livre, page 136, la limite, la vie engloutie, et si on regarde à la fois Ferney Nouveau et puis celui-ci, donc là c'est le livret de l'exposition. Là, la mairie, on a acheté 50 exemplaires de celui-ci, il y a beaucoup plus de photos en fait. Donc c'est pas tout à fait la même édition. Et c'est vrai qu'on parle du même quartier. Maintenant, moi je ne peux que penser que l'association Ferney en Mémoire a eu un oubli, je veux dire, parce que c'est des personnes qui se connaissent extrêmement bien, donc c'est regrettable ce qui s'est passé. Mais voilà, j'espère que ce n'est qu'un oubli de l'association et que les choses, voilà, ils vont se parler, j'espère qu'ils se parlent. Bien. Christine Franquet, vous avez posé une question sur le parc de la Ville. Oui, je voulais juste rappeler que le parc il avait été conçu suite à un processus participatif. Donc on avait fait des réunions publiques, on avait constitué un groupe de travail avec des citoyens volontaires. Donc il y a eu un cahier des charges qui a été établi, qui a donné lieu à un concours. Et aujourd'hui on constate qu'il y a certaines choses qui sont soit supprimées, soit pas terminées. Donc c'est ça que je voudrais savoir. Il était prévu des potagers qui ont complètement disparu. Il était prévu un labyrinthe au-dessus du petit terrain de foot qui n'existe pas. Il était prévu dans le projet de garder toute une partie de la prairie non fauchée, particulièrement au printemps, d'aller se pousser. Je vois tout étendu à ras. Il était prévu un café qui a disparu. Il était prévu de planter 300 arbres. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est pas fini? Je ne pense pas qu'il y ait 300 arbres plantés actuellement. Il manque du mobilier, visiblement il n'y a toujours pas de banc.
Bon, il y a la question des toilettes, bon, ça on en a déjà parlé, qui a été placée à un endroit, moi qu'on peut dire c'est que c'est pas très heureux, alors qu'elles auraient dû être intégrées dans le café. Donc il y a toutes ces questions, je voulais savoir qu'est-ce qui est prévu à l'avenir pour compléter, terminer le projet. Et je voulais savoir aussi à quoi correspond cette bande de terrain qui a été labourée tout en haut à gauche et qui est entourée de grillages. Est-ce que c'est un futur potager ou des massifs de fleurs Je comprenais bien. On va vous répondre par thème. Alors, cette plantation, c'est les futurs potirons des conseils municipaux, des jeunes qui vont planter, je crois, la semaine prochaine. Je ne sais pas si c'est le bon moment de planter des potirons. Je sais pas. Donc, les jeunes vont planter tout plein de potirons. Ils assureront l'entretien, etc. Donc, de cette bande. Pourquoi on n'avance pas sur ce parc de l'active? Madame Didier, ABF, a demandé de revoir l'ensemble de la copie, avec des oppositions sur à peu près tous les thèmes. Nous avons dû réaliser un plan qui coûte à peu près entre 6 et 7 000 euros par un architecte pour lui soumettre, pour aboutir à chaque élément. Tout passe par aussi bien la qualité des bancs, les poubelles, les éclairages, le moindre ticket sur cette zone fait l'objet de plusieurs, je dirais, réunions. Donc on est sur un blocage à peu près systématique de tout. La réalisation de ce sanitaire qu'on a fait ailleurs ou là nous fait doubler les prix, voire tripler les prix. Les plantations, c'est identique. Elle était opposée au dessin initial, au bétonnage, comme elle le dit. Donc elle va revenir à un aspect beaucoup plus, je dirais, compatible à ses idées. Donc d'où un débat constant que nous avons avec elle. Alors ça concerne bien entendu tout, les potagers, etc. Donc le plan qu'on a voulu faire, qui nous sera transmis, bien entendu, pour discuter avec elle sur les jeux, sur tout. Voilà. On en est là actuellement dans ce parc de la vie régulante d'arrêt. J'aurais voulu avancer beaucoup plus vite. Sur les choix de bancs, mince, un banc. Là, on a dû soumettre des dizaines et des dizaines de bancs pour lui faire valider un banc. Et en plus, un banc sans, on a dit qu'il y a des handicapés, on voulait un certain nombre de choses. Non, pas possible. On veut quelque chose de beaucoup plus simple. Tout est difficile avec elle. Je le dis, c'est pas qu'à Fermel, c'est difficile à Nantua, c'est difficile à Meaux, c'est difficile partout. Sa vision, elle, c'est la protection, c'est pas la même pour la part. Donc c'est le château et ce qui va autour, et c'est très complexe. Peu importe le maire qui aurait été ici, avec Madame Didier, c'est complexe. Donc on avance petit à petit, et ça coûte très cher. Voilà où j'en suis, Madame Franquet. Et j'en suis désolé. Parce que j'aurais aimé faire autre chose, avancer dans l'intérêt des fermiers. Donc tout est remis en cause par Madame Didier. On a eu le même travail autour de l'église, pour le parvis. On est à, je ne sais pas combien de schémas. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que les bus n'arrivent pas à se croiser. On voulait, ce que vous vouliez faire à l'époque, moduler le mur. On a trouvé un compromis avec elle, mais là, de nouveau, étude. Elle veut prendre la globalité, elle veut repaver la rue, etc. Ça, c'est pas compatible avec un usage urbain. On a repris les plans initiaux par l'église où il y avait 6 platanes. Repenser la statue. Voilà, ce travail il est fait, on va voir si elle l'approuve, mais à quel prix et à quel coût. Voilà, on en est là. Et c'est pas, je dirais, de la part de Julie comme de moi, la volonté de stopper ou d'arrêter les travaux sur ce parc, qui est très utile aux Fermésiens. Et on voit qu'il le fait compter. Sur la fauche, la prairie, alors là, il y a une volonté de notre part, parce qu'il est utilisé par beaucoup de personnes. Et le travail, on n'a pas évalué, c'est tous les jours, un agent et demi sur le parc pour l'entretien constant, c'est-à-dire ramasser les papiers, etc., vider les poubelles. On n'avait pas mesuré, personne n'avait mesuré, évalué l'occupation de ce parc. Et ça va s'amplifier avec les coûts. Donc ça, sur une prairie qui n'est pas fauchée, c'est complexe à ramasser les papiers. Alors on peut le faire. En plus, l'herbe est écrasée, etc., c'est pas facile. Sur la plantation d'arbres, il y a une continuité de plantation d'arbres qui est dans le schéma original. C'est un peu difficile de laisser, je dirais, vierge certaines zones.
On va même augmenter la plantation sur la ferme d'Uti pour la masquer. C'est pas terrible. C'était balayé par la BF. Voilà, j'ai demandé à la ferme de retravailler un peu le bas. Vous avez vu que le chemin piéton, qu'on a pu avancer dans le chemin piéton qui rentre au niveau de la résidence Voltaire, et avec quelques difficultés un peu plus loin, on essaiera de passer comme vous avez essayé de passer pour l'instant vous faites. Voilà un peu toute cette zone. Et la grande réflexion, c'est après la continuité de l'allée d'Akir un peu plus bas, dans ce qu'on appelle la ZAC. Et ceux qui ont lu nos remarques sur l'enquête publique montrent notre volonté aussi que ce parc continue jusqu'au bois, dans des proportions raisonnables, pas une allée au milieu des immeubles. Donc c'est aussi un vrai travail de notre part de conviction. Et on va terminer, François Mélenc, sur une demande de rendez-vous. Oui, c'est comme j'avais pas eu de réponse à mon mail du 18 avril, je voulais poser la question, puisqu'on a été sollicité justement pour être délocalisé. Ça s'appelle comme ça. Hein. Donc, maintenant c'est bon, j'ai reçu une réponse hier soir. Donc, ce sera ce rendez-vous et on en parle. Tous les éléments sont mis à disposition, c'est-à-dire topographie, accès, ça veut dire accès à la mairie quand même, hein. Pas les Wi-Fi, les prises nécessaires. Oui, très bien. Je ne sais pas, on veut voir. Bon, ben, c'est normal. Donc, je ne vais pas faire l'inventaire de toutes les manifestations. Je rappellerai une, c'est le 8 mai, dimanche 8 mai. La fête du sport qui est affichée dans toute la ville, et un agenda où l'ensemble des manifestations est relaté. Donc, vous avez une bonne lecture. Et la soirée du 8 mai, pour une déclaration du travail. Je vous souhaite une bonne soirée. Et le prochain conseil de mémoire, 7 mois.